Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième journée de la 9e édition du festival Building Beyond, consacré cette année aux énergies. On a choisi ce titre des énergies fécondes. Et si vous n'étiez pas avec nous hier, on vous propose une petite vidéo récap pour débuter cette journée. Bienvenue à Building Beyond, 9e édition. Cette année, la thématique, ce sont les énergies, et plus précisément, les énergies fécondes. Énergie féconde, car les énergies structurent nos sociétés, façonnent nos territoires et ont un véritable rôle social. Décider de notre avenir énergétique incite donc à avoir une vision claire et partagée de leurs impacts pour en tirer le meilleur parti. L'énergie, elle était vibrante. L'objectif, ça a été d'ouvrir l'esprit, d'attiser la curiosité pour permettre aux participants d'aller voir sur le forum aujourd'hui et pouvoir poser les bonnes questions. L'Europe, elle est très dépendante en matière d'énergie. Elle importe énormément d'énergie fossile. Les 2/3 aux 3/4 de notre consommation totale d'énergie, c'est directement des énergies fossiles que l'on importe. Et dans le reste, donc, c'est de l'électricité, mais qui, malgré tout, dans beaucoup de pays européens, reste dépendant de la production via des énergies fossiles. Donc se défaire de cette production fossile pour l'électricité, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est de se défaire également de l'utilisation directe des énergies fossiles, que ce soit dans les transports ou dans le chauffage, par exemple. Quand on se concentre finalement sur les systèmes énergétiques, on a tendance à se concentrer sur les stocks. C'est-à-dire combien de fossiles on a, la part du nucléaire, la part des renouvelables. Et en fait, ça, c'est une vision qui n'est pas forcément encourageante parce que c'est une vision à l'instant T et qui montre nos choix passés. Ce qui est intéressant de regarder, c'est les flux. Quelle est la dynamique derrière ? Et là, c'est particulièrement encourageant parce qu'on se rend compte que selon les pays, tout ou partie en fait des nouvelles installations énergétiques sont des installations renouvelables ou bas carbone. Et ça, c'est la direction vers laquelle on va et c'est extrêmement encourageant. Alors on est venu présenter une solution concrète pour déployer l'autoconsommation collective plus massivement pour les collectivités. Alors on s'appelle Jane, on est un logiciel dédié à l'autoconsommation collective pour revaloriser la production solaire localement. Aujourd'hui, on a 14 gigawatts de contractualisés pour développer du data center. C'est l'équivalent de 14 centrales nucléaires. 14 gigawatts, c'est monstrueux. Sur ces 14 gigawatts, il y a 7 gigawatts qui vont se développer en Île-de-France et 7 gigawatts en dehors de l'Île-de-France. Alors on peut imaginer, même si c'est plus compliqué que ça, que les 7 gigawatts qui sont développés en dehors de l'Île-de-France seront pour des projets IA, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de marché cloud en dehors de l'Île-de-France. L'importance des énergies marines renouvelables émergentes aujourd'hui dans le mix énergétique, c'est plutôt anecdotique. Par contre, si on regarde dans les décennies à venir, elles sont très prometteuses et ont une belle place à prendre dans le mix énergétique global. Ce qui bloque globalement aujourd'hui au niveau de ces énergies, c'est le passage à l'échelle. C'est le fait qu'on peut développer un pilote, mais la partie industrialisation qui demande plus de capex, des aménagements de la réglementation, des business models à inventer. Voilà, c'est cette notion de passage à l'échelle aujourd'hui qu'il faut travailler avec ces énergies pour leur donner la capacité de se déployer à tout leur potentiel. Voilà pour ce récap, et je vous rappelle que toutes les vidéos de la journée d'hier sont disponibles, comme c'était mentionné, sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas, si vous avez un peu de FOMO, à consulter ces vidéos. Alors hier, nous avons eu l'occasion plutôt d'aborder des sujets de scénarisation, d'identifier nos vulnérabilités, les grands scénarios qui s'offrent à nous pour transformer ce système énergétique. Aujourd'hui, nous vous proposons de rentrer dans le dur. On va parler transformation du système industriel, financement, décarbonation de la mobilité, de l'habitat, mobilisation aussi des énergies humaines, parce que c'est important de penser à l'humain et à la transformation de nos sociétés dans ce volet-là. Et pour commencer cette journée, j'appelle Camille Defard pour la première table ronde de cette journée de la Fabrique de la Cité. Merci à vous et bonne journée. Merci Julien. Bonjour à tous, merci d'être là pour la première partie de cette matinée qui sera consacrée à l'électrification. L'électrification qui est une des stratégies clés pour décarboner notre système énergétique. Et alors que l'on fait face à l'une des plus graves crises de l'énergie de l'histoire, selon l'Agence internationale de l'énergie,
cette électrification, elle devient non seulement stratégique pour la lutte contre le changement climatique, mais également un enjeu clé de souveraineté et de prospérité future. Donc je ne vais pas m'attarder. Pour traiter ce sujet, nous aurons 1 heure. Nous allons commencer par un keynote qui sera délivré par Pierre Dennery, donc directeur France d'Aurora Energy Research, qui est un cabinet de modélisation du système électrique. À la suite de cette présentation d'une quinzaine de minutes, nous aurons le plaisir d'accueillir 3 autres experts sur scène pour échanger sur les défis et les solutions à apporter à ce défi de l'électrification. Et enfin, nous vous donnerons la parole pour conclure cette session afin que vous puissiez échanger avec nos experts. Donc voilà, Pierre, je t'en prie, à toi la parole. Merci à lui. Vous pouvez l'applaudir. Merci Camille. Merci. Alors on m'a demandé de faire une intervention brève et de redonner quelques chiffres pour introduire la journée. Donc voilà, je vais juste faire un panorama rapide des enjeux actuels. Tout d'abord, je voulais repartir de l'actualité pour rappeler qu'on va parler de transition énergétique, mais que l'enjeu n'est pas seulement un enjeu environnemental, un enjeu de CO2, mais comme le disait Camille, c'est aussi un enjeu de souveraineté. Et pour ça, rappeler que chaque crise énergétique dans le passé a provoqué une crise économique. Alors ce qu'on voit là sur cette slide, c'est les différents chocs pétroliers. Donc le premier choc pétrolier en 1973 suite à la guerre du Yom Kippour et à l'embargo sur le pétrole du Golfe. Le deuxième choc pétrolier suite à la révolution iranienne et ainsi de suite, guerre du Golfe, crise de 2007-2008. Ce qu'on ne voit pas aussi sur cette slide, c'est ce qui s'est passé avec l'invasion de l'Ukraine. Alors là, ça n'a pas impacté le pétrole, mais bien le gaz. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, ça entraîne une contraction de l'économie. Donc c'est la ligne rouge. Ça, c'est la croissance annuelle en France. Donc ce qu'on voit, c'est que immanquablement, il y a une chute rapide de la croissance qui passe souvent même en négatif, donc comme après le premier choc pétrolier ou après la guerre du Golfe. Et si on regarde où on en est actuellement, on a le prix du pétrole, là, depuis le début de la guerre en Iran, qui a pris quasiment 80% entre février et disons le pic de la crise, puisque c'est redescendu un petit peu, mais on ne sait pas où ça peut continuer. Et les prévisions de croissance pour l'année, c'est 2026, c'est 0,9%, sachant qu'en début de semaine, on vient d'annoncer que ces prévisions allaient être revues à la baisse. Donc voilà, c'est un enjeu de transition énergétique, mais c'est aussi un enjeu de souveraineté. Donc maintenant, la question, c'est comment on fait pour changer ça. Et la réponse, on la connaît. En réalité, ça fait même un moment que tout le monde est d'accord là-dessus. Le vrai enjeu, c'est réduire les consommations d'énergie fossile. Ça passe par de l'efficacité, donc la réduction de la consommation, mais c'est aussi transformer des consommations fossiles en de l'électricité. Et ce que vous voyez sur ce graphe, c'est la consommation d'énergie en France, ce que les gens n'ont pas toujours en tête, puisque on a en tête que la France produit beaucoup de nucléaire, c'est qu'à 75%, on consomme encore aujourd'hui des énergies fossiles pour tout ce qui n'est pas électrique, en fait. Et l'électricité, donc c'est les barres vertes en bas, c'est 400 TWh sur 1600, donc c'est 25% en 2020. L'objectif, si on veut atteindre nos ambitions de décarbonation, c'est de passer à 60% de l'énergie finale par l'électricité d'ici 2050. Et en même temps, du coup, réduire extrêmement fortement la consommation d'énergie finale, donc passer de 1600 TWh à entre 900 et 1000 TWh d'ici 2050. Donc on sait exactement ce qu'il faut faire. Malheureusement, ce qu'on voit, malgré tous les efforts qui ont été faits ces dernières années, notamment on a beaucoup investi dans les capacités renouvelables, l'électrification ne progresse pas assez vite. Ce qu'on voit donc sur ce graphe, c'est en 2021, RTE a publié un rapport qui s'appelle Futur énergétique 2050.
qui essayait d'anticiper les tendances de consommation en France. Et ils voyaient une augmentation de la consommation électrique liée au développement des pompes à chaleur, des véhicules électriques, de la réindustrialisation aussi, qui était un grand sujet à l'époque. Et donc, ils avaient une prévision pour 2025 d'augmentation de la consommation à 472 TWh et un peu plus de 500 d'ici 2030. Et ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, depuis, la consommation n'a fait quasiment que baisser. Alors, beaucoup lié justement à des crises économiques, à des sites industriels qui doivent fermer, donc qui arrêtent de consommer, et puis plus généralement en fait à des mesures de sobriété énergétique. Donc on n'avance pas du tout, en tout cas pour le moment, côté électrification, malgré les efforts qu'on fait, par exemple sur la production renouvelable. Donc la ligne en pointillé que vous voyez, c'est les capacités installées en gigawatts de renouvelables, donc ça inclut hydraulique, solaire, éolien, et on a fait quasiment plus 50% entre-temps. Et pourtant, on n'a pas progressé sur l'électrification. Donc qu'est-ce qui bloque ? En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que électrifier, c'est pas aussi simple que déployer des panneaux solaires ou déployer des éoliennes, et que l'électrification, en fait, requiert des investissements dans beaucoup d'autres infrastructures, et notamment au niveau des réseaux et au niveau de la consommation. Donc, ce que vous voyez en bas à gauche, c'est des chiffres de l'IEA. On doit quasiment doubler donc les investissements dans les infrastructures pour la transition énergétique d'ici 2030. Ce qui est intéressant, c'est que les gens ont souvent en tête donc, la partie bleue, le deuxième bleu, la production faiblement décarbonée. Ils ont moins en tête la partie réseau et stockage. Donc là, sur ce graphe-là, c'est les économies développées uniquement. C'est 250 milliards d'euros qui doivent être investis par an dans les économies développées, dans le stockage et les réseaux. Si on prend à l'échelle du monde, c'est 600 milliards d'euros qui doivent être investis par an. Donc il y a un vrai enjeu, un vrai blocage à ce niveau-là. On a partout dans le monde des milliers, en réalité c'est des milliers, ça se compte en milliers, des milliers de gigawatts, donc l'équivalent de milliers de réacteurs nucléaires, qui sont en file d'attente parce qu'on n'arrive pas à les raccorder. Et ça, c'est de la production, mais c'est aussi le cas pour des gros consommateurs. Donc, par exemple, il y a des data centers qui sont en attente de connexion au réseau. Bon, j'ai aussi mis un graphe rapide sur les minéraux critiques parce que je crois qu'il y a des personnes qui vont en parler aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'autres enjeux qui expliquent aussi qu'on ne va pas aussi vite qu'on voudrait, et donc il y aura des solutions à trouver à ces problèmes dans les années qui viennent. Et je finis du coup sur une liste pas du tout exhaustive de solutions, et je pense que le but de la journée, ça sera surtout de parler des deux colonnes de droite. Mais il y a tout un nombre de choses qu'on peut faire pour parvenir à l'électrification en France et plus généralement dans le monde. Alors au niveau du politique public, ça passe par des subventions, de la planification du réseau, une refonte aussi du système de taxes qui n'est pas nécessairement toujours favorable à l'électricité par rapport à d'autres énergies. Mais ce qui est plus intéressant, c'est au niveau du déploiement des technologies existantes et au niveau de la recherche. Technologies existantes, il faut accélérer sur tout ce qui est la flexibilité des consommations, par exemple le pilotage des recharges des véhicules électriques, le chauffage aussi qu'on peut piloter, le stockage. On a vu des réductions de coûts massives ces dernières années dans le développement des batteries stationnaires. Donc ça, il faut continuer à le faire. Il y a le développement du stockage thermique aussi qui se fait en France avec un certain nombre de startups qui se sont mis sur ce créneau. Et puis au niveau de la gestion du réseau, des technologies de pilotage du réseau électrique. Puis après, il y a toujours une part de recherche qui est importante, donc des technologies qui ne sont pas commerciales actuellement, mais dans lesquelles il faut continuer d'investir. Pour continuer, par exemple, à entraîner la baisse des coûts des batteries, il faut développer de nouvelles chimies de batteries. Les grands progrès qui sont faits actuellement, c'est sur le sodium-ion, par exemple. Donc, a priori, dans les années qui viennent, on va passer d'un marché majoritairement lithium-ion à un marché majoritairement sodium-ion. Après, j'ai mis d'autres exemples. Les petits réacteurs modulaires, je crois qu'aussi, on va en parler cette journée. Et puis, dans l'industrie, des pompes à chaleur, des électrolyseurs haute température.
Voilà, j'espère que ça fait une bonne introduction et puis au panel qu'on va avoir juste après. Je ne sais pas si on prend des questions ou pas. Malheureusement, on va garder les questions pour la fin. Super. Merci Pierre. Merci pour cette présentation très intéressante. Donc j'ai le plaisir d'accueillir 3 autres intervenants, je vous en prie. Vous pouvez vous installer. Donc Nicolas Bermans, qui est directeur du programme Nouvelle politique industrielle à l'IDRI. Aude Pommeret, qui est professeure en sciences économiques à l'université Savoie-Mont-Blanc et chercheuse associée à Sciences Po l'OFCE. Et enfin, Olivier Luancy, qui est professeur au Conservatoire national des arts et métiers, en charge de la chaire décarbonation de l'industrie. Donc, si vous voulez bien les accueillir, merci. Merci à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais vous faire réagir d'abord sur l'un des points qu'a mentionné Pierre dans sa présentation. C'est le différentiel prix de l'électricité, prix des fossiles. On fait face aujourd'hui à une crise énergétique très importante, une crise énergétique qui est liée à notre consommation des fossiles. Comment ça se fait que cette crise ne suffise pas à électrifier plus rapidement? Aude Pommeret. Merci pour cette invitation tout d'abord. Donc, j'ose espérer que cette crise va aider en fait à l'électrification. On a effectivement un problème de pétrole qui n'est pas assez cher si on a une vision de problème de changement climatique. Et donc, plus le pétrole est cher, a priori, plus ça va contribuer à la transition énergétique. On a déjà eu, lors de la crise ukrainienne, une forte augmentation du prix du gaz et malheureusement, en tout cas pour la plupart des économistes, ce signal prix n'a pas été intégralement ressenti puisqu'on a eu un bouclier tarifaire, pas partout en Europe mais dans certains pays, qui a d'une certaine façon protégé les ménages, ce qui est certainement une bonne chose, mais qui a empêché le signal prix de faire son travail, c'est-à-dire de faire ressentir à tout le monde qu'on pouvait avoir un problème de disponibilité de ces fossiles qui se traduisait par une augmentation du prix et qui était une raison supplémentaire, une incitation supplémentaire à faire la transition énergétique. Alors quelque part, vous me direz, oui, la raison pour laquelle on a eu ce bouclier tarifaire, c'était protéger les ménages. Donc l'idée est bien de faire les choses de façon différente et c'est ce qu'on a l'impression qui se passe maintenant avec le nouveau choc. C'est-à-dire que la protection est davantage ciblée vers les personnes qui en ont besoin. On n'a pas une protection générale d'absolument tout le monde, y compris des personnes qui peuvent faire face à ces augmentations de prix. Et en tous les cas, c'est probablement pas une bonne idée de les cacher. C'est-à-dire, c'est bien qu'on ressente ces augmentations de prix. Et si on a un problème de redistribution, si on a des ménages qui ne peuvent plus acheter leur essence, eh bien, se focaliser sur ces ménages-là et non pas l'intégralité de tous les ménages, y compris ceux qui peuvent acheter leur essence à plus de 2 € le litre. Merci Aude. Donc on comprend qu'effectivement la leçon à tirer de la crise actuelle, c'est peut-être de transmettre ce signal prix aux consommateurs. Côté industriel, Olivier, est-ce que donc l'électrification de certains processus industriels est possible? C'est un enjeu clé de la compétitivité future. On a vu l'industrie beaucoup souffrir de la dernière crise du prix du gaz. Mais quid du modèle économique? Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est bien qu'on parle de prix et de modèle économique, parce que dans la présentation qui a précédé, et je suis désolé, moi c'est l'éléphant dans le couloir que je n'ai pas vu. Alors, si on se place du côté des industriels, pas des consommateurs, mis à part les périodes de crise, électrifier un processus n'a pas de modèle économique à quelques exceptions près. Je sais que c'est un peu une bombe que je vous donne, ou quelque chose qui peut marquer, mais il faut partir là-dessus. J'ai fait un tour de France de sites industriels qui sont en train de faire leur décarbonation. Premier constat, les industriels sont très engagés sur le sujet. Donc, ne doutez pas de leur mobilisation, de leur volonté, de leur stratégie. Quand vous voulez décarboner un site, vous commencez d'abord par faire de l'efficacité énergétique et de la sobriété. Ça a un modèle économique, ça rapporte des sous. Dans un modèle de concurrence ouverte, c'est nécessaire. La deuxième étape d'une décarbonation d'un site, c'est récupérer la chaleur fatale.
Dans la plupart des cas, sans aide publique, le fonds chaleur de l'ADEME par exemple, mais il y a d'autres mobilisations des CCE, vous ne passez pas économiquement en récupération de chaleur fatale. Et dans la grande majorité des cas, la troisième étape, c'est de changer pour l'énergie résiduelle que vous utilisez. Une fois que vous avez fait votre exercice de sobriété, d'efficacité, vous avez récupéré votre chaleur fatale, et là, d'utiliser une source décarbonée. Dans la très très large majorité des cas, il n'y a pas de modèle économique là-dessus. La courbe qui nous a été montrée, pourquoi est-ce qu'on ne décarbone pas, pourquoi est-ce qu'on n'électrifie pas, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est qu'il n'y a pas de modèle économique aujourd'hui, à l'exception des temps de crise. Voilà. Donc ça me paraît la première chose. Et tant qu'on n'aura pas de ce modèle économique, je veux dire, on peut toujours espérer, on peut le souhaiter. Ça ne se diffusera pas dans les sites. Alors, après, on peut avoir, est-ce qu'il faut faire monter le prix du pétrole au ciel avec des quotas carbone? Pour avoir à peu près la parité en temps normal, il faudrait des quotas pour de 200 € la tonne de carbone. Voilà. À 200 €, vous n'êtes plus compétitif par rapport à une économie ouverte. Et si vous imaginez, deuxième élément de réflexion qui peut choquer certains, que le MACF va nous protéger, vous vous leurrez. Sur le papier, MACF, ça marche. Préciser pour notre audience. La taxe carbone aux frontières. La taxe carbone aux frontières. Sur le papier, ça marche. Mais dans un monde de l'accord de Paris, ça peut marcher. Quelle est la validité d'un certificat qui va venir de Chine ou d'ailleurs, qui va vous dire mon produit est zéro carbone, quand vous n'aurez aucune manière de le vérifier? Nous ne sommes plus dans un monde de relations de confiance qui était celui de l'accord de Paris. Nous sommes dans un monde de retour des rapports de souveraineté. Vous allez avoir plein de produits qui vont être pleins de carbone, mais qui circuleront avec des certificats zéro carbone et qui vont faire que cette taxe carbone va être une véritable passoire. Si vous accumulez ça, ça m'a amené de dire qu'on est un peu lost in transition, avec un jeu de mots, un clin d'œil sur le bouquin, parce que on a une volonté. Au niveau micro, on n'a pas le modèle économique. Et au niveau macro, les outils qu'on a mis en place sont liés à un monde qui était super, qui est celui de l'accord de Paris, mais qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et on a tout un logiciel à revoir. Merci Olivier. Aude, je vois que vous aviez envie de réagir. Oui, vous avez un peu répondu en cours de route. Moi, je voulais vous demander si, avec une taxe carbone à 200 €, on ne récupérait pas le modèle. Donc, d'une certaine façon, vous avez répondu avec les quotas carbone et le problème de compétitivité que ça posait. Juste un petit bémol peut-être concernant le MACF, donc la taxe carbone aux frontières. Je partage votre point de vue. Un petit bémol près, c'est que les économistes espèrent quand même que ça va créer des coalitions climat, et on commence à en voir quelques-unes qui apparaissent. C'est-à-dire que certains pays, comme le Bangladesh par exemple, ou le Mozambique, se disent plutôt que payer une taxe carbone lorsque mes produits sont importés, c'est l'importateur qui les paye, mais ça va renchérir le prix de mes produits, et le produit de la taxe est conservé par l'Union européenne. Pourquoi est-ce que je n'implémenterai pas moi-même une taxe carbone bien transparente chez moi, auquel cas je suis exonéré de cette taxe carbone lors de l'entrée sur le sol européen, et ça permet de conserver au Mozambique et au Bangladesh le produit de la taxe. Merci à tous les deux. Donc, pour notre audience, nous sommes au cœur des débats actuels sur la transition énergétique. Les outils que l'on déploie sont-ils adaptés? La question de la taxe carbone est effectivement intéressante. C'est nouveau d'avoir ces mécanismes de relations internationales qui sont régis par un prix carbone. Les échos qu'on a pu avoir de la Commission européenne montraient qu'il y avait un intérêt, comme vous le disiez Aude, de pays tiers qui s'intéressent à ce mécanisme et qui, sous l'impulsion européenne, cherchent à mettre en œuvre ce mécanisme au niveau national. Donc c'est intéressant. Peut-être au-delà du prix carbone, Nicolas, quels sont les leviers qu'on peut activer pour corriger ce différentiel de compétitivité entre différentes sources d'énergie? Oui, merci. Et bonjour à tous. Je voudrais un peu juste compléter ce qui vient d'être dit pour rappeler quelque chose qui me semble essentiel. C'est au niveau des technologies. En fait, il y a beaucoup de potentiel à l'électrification et c'est ça quand même qui est marquant. On est vraiment en train de parler, et je pense à juste 2 titres, du modèle économique, parce que en fait, si on regarde les usages même dans l'industrie, que je regarde aussi particulièrement, on a 60% de la consommation énergétique en Europe qui pourrait être électrifiée avec les technologies actuelles. Donc notamment les technologies de chauffage, le passage aux pompes à chaleur, le passage aux chaudières électriques, tout ça, en fait, ce sont des technologies accessibles. Ce qui manque, finalement, en effet, c'est le modèle économique. Et
j'irais même un peu plus loin, c'est qu'il y a aussi des technologies qui sont en développement. On peut parler du chauffage à induction, notamment, qui vont venir peut-être aussi offrir des solutions d'électrification directe pour des usages chaleur encore plus importants. Donc en fait, ce chemin vers l'électrification, quand on pense aussi au transport avec les véhicules électriques qui sont en train de se développer, un exemple notamment, par exemple en Chine maintenant, depuis le mois de décembre dernier, la majorité des véhicules lourds qui sont vendus sont soit des véhicules hybrides, soit des véhicules à carburant alternatif, soit des véhicules, et notamment des véhicules à batterie. Donc ça, c'est quand même quelque chose de marquant, parce qu'on dit c'était vraiment le vecteur, le secteur d'activité dans le transport où on voyait finalement la frontière à l'électrification la plus forte. Donc ces choses-là se développent. Donc on doit bien poser la question du modèle économique. Deuxième point que je voulais faire, ici une question de rapport du prix de l'électricité par rapport au prix des énergies fossiles. C'est aussi, et notamment encore une fois pour les industriels, c'est aussi une question de prévisibilité à long terme de ce différentiel. C'est-à-dire il faut arriver à dégager une capacité de garantir ces prix-là. Vous mentionnez notamment que l'électrification est rentable en période de crise. Si cette crise retombe dans quelques mois, peut-être que les industriels vont revenir dans leur perspective précédente. Et c'est là où finalement il faut arriver à trouver des solutions qui peuvent passer par notamment des sujets sur les contrats de long terme d'électricité, sur la tarification d'électricité d'une part, et aussi sur le relèvement et la prévisibilité du prix alternatif. Dernier point que je voulais dire, notamment, c'est des choses qui sont faisables. Quand on voit le rythme d'électrification de l'économie chinoise, on est à plus de 32% de part d'électricité consommée dans la consommation énergétique en Chine aujourd'hui. Ça augmente de plus de 1% par an. Et dans l'industrie, on est à un niveau de 35%, donc qui est un petit peu moins qu'ici. Mais ce niveau de 35%, il augmente rapidement. Et il ne faut pas oublier que la Chine aussi a une part d'industrie lourde qui est plus difficile à décarboner, plus forte que la nôtre. Donc en fait, il passe à une industrie moderne et électrifiée beaucoup plus rapidement que ce qu'on peut faire. Donc l'objet, c'est de débloquer la machine en fait, pour accélérer. Oui, merci. Effectivement, donc c'est frappant de remarquer qu'effectivement, on a un potentiel d'électrification extrêmement important et qu'il nous manque cet engagement de long terme de la part des politiques publiques pour tracer ce chemin et que ce chemin soit effectivement efficace. Mais alors, au-delà du prix de l'électricité, si on sort, donc on se dit, on est sorti de la gestion de crise, on est dans un monde idéal dans lequel l'électricité est compétitive. Donc là, on a un vrai signal prix pour électrifier. Mais reste une question, l'éléphant dans la pièce, un deuxième grand défi, c'est que les chaînes de valeur des technologies propres, donc les technologies qui nous permettent d'électrifier le chauffage, le transport et l'industrie, donc les pompes à chaleur, les batteries électriques, les panneaux solaires ou les éoliennes, ces chaînes de valeur, elles sont principalement dominées à majorité par la Chine. Alors, est-ce que c'est possible pour nous, en tant qu'Européens, en tant que Français, de concilier la décarbonation avec une politique socio-économique, avec un modèle qui permettra de nous garantir à la fois une meilleure souveraineté et une prospérité future. Olivier Louanzi. Oui, je vais quand même revenir un instant sur le prix de l'électricité, juste pour le mentionner. Tant qu'on restera dans un marché européen unique de l'électricité, où le prix de l'électricité est fixé marginalement par le prix marginal et que ça fait à 70% des prix de l'électricité qui sont fabriqués par du gaz, nous n'aurons pas une électricité compétitive. Donc il va falloir s'interroger. Ma proposition pour l'électricité, c'est de sortir 60 TWh en France d'électricité bas carbone nucléaire du marché pour pouvoir donner un boost de compétitivité à l'industrie et lui permettre de s'électrifier. Mais tant qu'on restera dans un marché sans stabilité de prix et dont le prix marginal est indicé sur le prix du gaz, ça ne marchera pas. Alors maintenant, sur le point des équipements. On avait un superbe projet qui s'appelait le Green Deal et je pense qu'il a été relativement bien conçu, même s'il n'a pas été tout à fait explicité. Si on veut se décarboner, vous rajoutez une contrainte sur les cycles de production et donc vous allez faire quelque chose qui est plus cher. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, vu les conditions économiques, il n'y a pas suffisamment de modèles économiques pour se décarboner, en tous les cas dans l'industrie. Mais le Green Deal, c'était on va vous mettre des contraintes qui vont générer du coût pour se décarboner, très bien. Mais d'un autre côté, l'Europe va devenir le leader mondial des équipements de décarbonation.
des technologies, et nous allons exporter ça dans le reste du monde. Et quelque part, grâce à la valeur ajoutée de ces exportations, nous allons pouvoir vous accompagner, vous aider dans votre décarbonation au niveau entreprise, ménage, bâtiment. Le défaut aujourd'hui qu'on constate, c'est que l'Europe n'a absolument pas prise cette position de leader dans les technologies décarbonées. C'est la Chine qui l'a. C'est la Chine qui fait 80 à 90% des batteries. C'est la Chine qui fait 80 à 90% des panneaux solaires. C'est elle qui a amorcé cette pompe qui était implicitement dans le Green Deal, c'est-à-dire j'exporte des technologies, ça me rapporte de l'argent, et avec cet argent, je peux investir dans la décarbonation de mon système économique ou industriel. Donc le défi devant nous est immense. Comment on peut essayer de récupérer cette position ? Est-ce qu'elle est simplement récupérable ? Quand sur les batteries, la Chine a 2 générations de technologies en avance sur nous, comment est-ce qu'on le fait ? Et ça va nous demander, si on y arrive, je pense qu'on peut y arriver partiellement. Le pari des panneaux solaires, vous avez lu le rapport Draghi, il le dit explicitement, c'est perdu. Draghi le dit textuellement dans son rapport. Enfin, il faut quand même le réaliser. C'est sans doute faisable sur les batteries, mais ça va nous demander d'avoir des mesures protectionnistes. C'est-à-dire, grosso modo, vous pouvez vendre vos batteries en Europe ou vos véhicules en Europe électriques qu'à la condition que vous fassiez du transfert de technologie, parce que c'est le moyen le plus rapide et le moins cher pour nous de ramener le bon niveau de technologie et de récupérer cette compétence. On commence à avoir des tout petits prémices de ce type de politique, par exemple dans l'acte l'accélérateur industriel. Il y a des parties que je n'aime pas du tout sur le Made in Europe, mais là-dessus, c'est la première fois que la Commission européenne dit accès au marché européen contre transfert de technologie. On est très très loin des leviers qui nous permettront de récupérer cette technologie dont on parle. La seule qu'on maîtrise encore, c'est les pompes à chaleur, avec quand même des mouvements capitalistiques majeurs dessus. Les 2 grands acteurs français de pompes à chaleur dans les 5 à 10 dernières années ont été rachetés et transférés. Un des actionnaires est irlandais, l'autre est un fonds japonais. On ne sait pas si la capacité de production va rester en Europe de l'Ouest. Il y a des déménagements déjà vers l'Europe de l'Est qui sont en train de se faire. Et après l'Europe de l'Est, où est-ce que ça va aller? Pour des raisons, encore une fois, de coût et de compétitivité. Voilà un paysage un peu acide, je sais, mais je voudrais juste vous faire réaliser la situation dans laquelle on est, parce que j'ai l'impression que de temps en temps, sur une véritable bonne cause, je suis à fond pour l'électrification et la décarbonation, mais on plane dans nos diagnostics et micro et macro. Les entreprises n'électrifient pas parce qu'il n'y a pas de modèle économique. On rêve d'être un leader des équipements de décarbonation. La place est prise par la Chine, il faudra la déloger. Alors merci Olivier pour ce constat assez sombre, mais c'est vrai qu'on réaliste au choix. On reste effectivement, comme vous le soulignez, assez bien placé sur les pompes à chaleur, je pense aussi aux éoliennes, mais effectivement, on a une fenêtre d'opportunité qu'il s'agit de saisir. C'est une des priorités d'ailleurs de la commission actuelle au niveau européen. Nicolas Bermans, est-ce que vous avez une réaction à ce que vient de dire Olivier ? Oui, alors c'est un fait que la Chine domine ce qu'on appelle les clean tech très largement, parce que et c'est intéressant, je pense, de s'interroger notamment à ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais regardez ce qu'a fait la Chine. Et donc ce qu'a fait la Chine notamment, c'est d'avoir des perspectives stables sur le long terme pour le développement de leur filière industrielle, ce qui leur a donné un temps d'avance, notamment pour le développement des batteries et de l'électromobilité. Et ça, c'est pour ça que finalement, en fait, le cap, quand on interagit avec des collègues chercheurs ou des industriels en Chine, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, en fait, on a fait ce choix technologique depuis un moment. Et c'est pour ça que cette avancée-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est notable et qui devrait quand même servir de food for thought, comme on dit dans les débats actuels. Le deuxième point, c'est qu'en effet, on voit que les choses se transforment dans les propositions de la Commission avec cet accélérateur industriel, avec cette notion de préférence européenne, avec cette notion aussi de conditionnalité à l'investissement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble nouveau et qui finalement vient reconnaître l'idée qu'il faut penser différemment au niveau européen. C'est-à-dire on n'est plus leader sur certaines technologies, il faut avoir des stratégies industrielles de catch-up, comme on dit, de catch-up technologique. Essayer de faire en sorte d'attirer ces technologies ici. Le seul risque que je vois, c'est qu'il ne faut pas que ça reste juste des mesures qu'on décide une fois et qu'on laisse.
il faut animer ça avec une vraie stratégie industrielle. Parce que, comme l'a dit Olivier, dans le rapport Draghi, par exemple, on dit que la course est perdue sur les panneaux photovoltaïques. Mais même sur les questions de technologie de batterie, sur les questions de pompe à chaleur, il va falloir faire des choix, il va falloir être stratégique. Et pour ça, il va falloir aussi bâtir une véritable stratégie industrielle européenne. La question que je me pose, c'est est-ce que les débats actuels sur des mesures au sein de textes législatifs européens sera suffisante à faire émerger cette stratégie, sachant qu'en fait, il y a la question de la régulation, mais un grand sujet, notamment si on veut adresser les questions de modèle économique, c'est qui met l'argent, qui aide à investir. Et ça, les compétences européennes sont assez limitées là-dessus. Donc il y a des débats très forts à avoir entre pays européens sur la capacité à porter cette stratégie industrielle, à mon avis. Merci Nicolas. Effectivement, c'est le serpent de mer des débats politiques européens, cette question du financement. On y reviendra dans quelques instants, mais avant cela, je voudrais revenir sur la phase un petit peu plus amont des technologies propres. Donc on a parlé de pompes à chaleur, de batteries, mais ces équipements, ils nécessitent en réalité de nouvelles ressources qu'on appelle donc des matériaux critiques et qui nécessite de repenser la sécurité énergétique avec de nouveaux produits qui ne sont plus le pétrole ou le gaz, mais les matériaux qui sont nécessaires à la construction de ces nouvelles technologies propres. Aude Pommeré, vous avez travaillé sur cette question-là. Quelles sont les défaillances de marché aujourd'hui sur cette phase très amont de la chaîne de valeur et quels sont les leviers politiques qu'on peut mobiliser pour y remédier ? Oui, alors en effet, si on veut réussir la transition énergétique et si on veut avoir une partie des green tech qui sont produites à l'intérieur de l'Europe, il faut avoir les composants nécessaires pour fabriquer tous ces batteries, alors panneaux solaires peut-être plus, éoliennes. Et donc à l'intérieur de ces infrastructures pour la transition énergétique, on trouve ces matériaux critiques. Alors justement, c'est au moment du Green Deal qu'on a commencé à s'en inquiéter et on s'est rendu compte que la demande pour ces matériaux critiques allait augmenter de façon extrêmement importante pour satisfaire la transition énergétique. Et donc c'est la première raison pour laquelle on s'est inquiété au sujet de ces matériaux et que la Commission européenne a commencé à faire des listes de matériaux critiques. Et en fait, le problème a changé un petit peu de nature. Donc à l'époque, le problème, c'était on va avoir trop de demandes. Donc on a des géologues qui ont fait des prévisions de la demande de ces minerais pour des raisons de transition énergétique. Et on a vu que ça augmentait énormément. Et ils se disaient, on a un problème, on va pas avoir une offre qui suit. Le problème a changé un petit peu de nature parce qu'en réalité, on doit avoir l'offre nécessaire sur la planète. Mais à cause des problèmes géopolitiques, donc le problème a changé de nature avec le Covid et avec la crise ukrainienne, on s'est rendu compte que ces matériaux, ils étaient très concentrés et qu'à la faveur d'un changement d'amitié entre différents blocs de pays, on pouvait se retrouver avec des effets sur les prix brusquement très importants, voire des ruptures d'approvisionnement. Et tout ça, donc, au lieu d'avoir un problème de demande, on s'est mis à avoir un problème d'offre quelque part. Et tout ça a amené à quelque chose qui est quand même relativement nouveau en Europe, qui est de réfléchir à l'ouverture de mines en Europe. Et actuellement, on a 47 projets en Europe pour ouvrir des mines de ces matériaux critiques, qui est quand même quelque chose qui n'était pas tout à fait dans l'air du temps, d'avoir des mines qui s'ouvrent dans les pays développés. Donc ça pose des problèmes environnementaux, évidemment. Donc si on ouvre des mines en Europe, on va essayer de le faire proprement. Ça pose des problèmes d'acceptabilité des populations aux alentours de ces mines. Donc on peut espérer que si les choses sont faites proprement, justement, d'un point de vue environnemental, ce sera moins difficile de le faire accepter. Et on a un problème de ce qu'on appelle la cinétique des mines, qui est que ça prend du temps pour ouvrir les mines. Ça prend du temps essentiellement parce que c'est compliqué de lever les fonds pour ouvrir ces mines et que, d'un point de vue pratique, ça prend du temps aussi à cause de l'acceptabilité. Donc, il faut prévoir à l'avance. Et actuellement, on a des prix de ces matériaux critiques qui ne sont pas suffisamment élevés. On se retrouve de nouveau avec un problème de modèle économique. Des prix des matériaux critiques qui ne sont pas assez élevés pour qu'on se projette avec une rentabilité suffisante pour ouvrir les mines. Donc sans compter qu'on a un problème d'asymétrie, c'est-à-dire que quand le prix des matériaux critiques se met à augmenter, ça prend beaucoup de temps pour avoir les financements, pour ouvrir les mines. En revanche, quand ils s'effondrent, alors là, les investissements arrêtent immédiatement. On a des problèmes de garantie, on a des problèmes de spread. Donc il y a une espèce d'asymétrie qui fait que c'est particulièrement compliqué en réalité d'ouvrir ces mines.
Et du coup, en termes de réponse politique qu'on peut apporter à ces difficultés, donc effectivement, le fait que les financements publics, je pense par exemple à la Banque européenne d'investissement, n'a pas forcément l'habitude d'aller sur des projets qui sont effectivement risqués d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social. Néanmoins, avec la forte concentration de ces minéraux critiques, de la production de ces minéraux critiques en Chine, on a effectivement besoin de relocaliser la production en Europe. Quelles sont les pistes qu'on peut explorer pour sécuriser ces approvisionnements? Alors, on a parlé de le fait d'avoir des mines en Europe. Quelles sont les autres pistes qu'on peut explorer? Alors même pour avoir des mines en Europe, donc ça ne va pas se faire de façon forcément automatique. Alors je serai assez prudente en ce qui concerne les politiques publiques parce qu'on a beaucoup de pression de l'industrie pour avoir un soutien public, pour avoir un meilleur accès aux minerais critiques. Et je pense que c'est important d'essayer de bien identifier les défaillances de marché qu'on a vis-à-vis de ces matériaux critiques pour avoir les bonnes politiques publiques en face. Quelles sont les défaillances de marché? Alors les premières, c'est que ça reste rare, même si par exemple on ouvre des mines en France, les quantités ne vont pas être infinies. On a des problèmes environnementaux et tout ça, on a envie de le réguler ou de mettre des taxes. Ce n'est pas du tout ce qu'attend l'industrie, au contraire, elle attend un soutien. Donc ça, mais c'est les premières défaillances peut-être qu'on peut identifier. Ensuite, on a le problème de cinétique dont j'ai parlé auparavant. Donc un problème de financement, un problème de temps. Et là, on voit qu'on pourrait avoir une politique macro-prudentielle. Donc il pourrait agir sur le financement, avoir un accès plus facile au financement quand on veut ouvrir des mines. Et puis le troisième, donc qui ne passe pas nécessairement par des mines, mais qui va aussi avoir un effet, vous allez le voir, consisterait à s'assurer qu'on a des prix qui restent suffisamment élevés pour fournir les bonnes incitations pour les mines. Et une façon de le faire, ça pourrait être d'acheter les minerais critiques lorsque le prix baisse au-dessous d'un certain niveau. Donc ça a deux effets. Ça permet de faire des stocks, et donc d'avoir des stocks en cas de rupture d'approvisionnement, et de sécuriser un niveau minimum de prix pour un peu ancrer les anticipations. Alors ça... Donc ça peut répondre au problème un peu de cinétique des mines. Ça permet de se projeter, d'avoir une assurance que le prix ne va pas descendre trop bas. Et puis ça permet aussi, on peut identifier peut-être une troisième défaillance de marché si on considère que c'est stratégique. C'est-à-dire si pour des raisons stratégiques, on considère que les États veulent se doter d'un minimum de stocks, ces stocks qui vont être constitués par les achats quand le prix descend, vont permettre de répondre à ce souhait d'avoir des stocks stratégiques. Oui, effectivement, c'est un outil assez innovant qui est aussi porté au niveau réglementaire par la Commission européenne. Nicolas, vous vouliez réagir ? Oui, non, je voulais juste compléter aussi par rapport à ce que vous disiez. Je pense qu'il y a un levier qu'il ne faut absolument pas oublier, surtout ici en Europe, c'est le levier finalement de la réutilisation, de l'économie circulaire en fait, de ces matériaux, parce qu'on est face à des matériaux fondamentalement différents des énergies fossiles qui, une fois brûlés, on peut récupérer le CO2 si vous voulez, mais l'énergie en tant que telle est partie, alors que là, en fait, on parle de matériaux qu'on va pouvoir réutiliser. Donc la question de l'efficience matérielle, tout ça, ça nous permet de consolider ça. Et le deuxième point, je pense que on parle beaucoup de ce que l'Europe peut faire. En fait, le problème, moi je suis assez convaincu qu'on est déjà dans une situation où on a une défaillance de marché stratégique, si vous voulez. L'exemple même que la Chine ait utilisé en réponse au conflit commercial avec les États-Unis, des restrictions à l'exportation sur les minéraux critiques, nous met dans cette situation-là. On n'est pas seul dans cette situation-là. On n'est pas les seuls à ne pas vouloir être pris en étau entre les États-Unis et la Chine. Et donc là, une des choses qu'on peut réfléchir avec des partenaires économiques proches, c'est notamment dérisquer en mutualisant un certain nombre d'investissements, de projets. On peut penser notamment au Canada, où le Premier ministre a fait un appel justement à la coopération assez intéressant et qui, à mon avis, pourrait se matérialiser sur des enjeux industriels comme ça, mais évidemment au Japon, à la Corée et aux pays évidemment qui détiennent ces ressources, qui veulent aussi développer une industrie et sur lequel l'Europe peut développer une offre un peu différente, disons, que ce que propose la Chine aujourd'hui. Je voudrais revenir un tout petit peu sur le recyclage, qui d'une certaine façon est une autre sorte de mine, enfin c'est une autre source, à mon sens souffre du même problème d'absence de modèle économique parce que le prix est trop bas en fait. Pourquoi le recyclage a de la peine à se développer? C'est parce que c'est pas rentable, parce que ces matériaux critiques ont encore un prix qui est trop bas pour ça.
Effectivement, donc on a plein de nouvelles technologies, plein de nouvelles filières à créer, de nouveaux partenariats à nouer, mais effectivement le modèle économique n'est pas toujours là. Pour conclure très rapidement cette table ronde avant d'éventuellement passer la parole à la salle, je voulais évoquer la question du financement. Comment on finance ces efforts-là? Comment est-ce qu'on crée ces modèles économiques? Olivier, quelle est votre préconisation pour conclure? Alors si on va prendre par exemple les mines, il y a eu une initiative intéressante prise par la France. L'idée c'était de créer un fonds justement pour alimenter des projets stratégiques. On devait lever 2 milliards d'euros. L'État était prêt à mettre 500 milliards d'euros. Donc le gagnant de l'appel à manifestation d'intérêt devait trouver sur le marché 1,5 milliard d'euros. Si je ne me trompe pas, ça fait 2 ans qu'il y est et qu'il ne trouve pas. Juste pour illustrer que même quand l'État est prêt à mettre 25%, on est au niveau d'un fonds, y a de grandes difficultés à trouver le financement. Au niveau des entreprises globalement et sur le financement, là c'est très spécifique à la France, ce n'est pas le cas dans toute l'Europe. On pourra parler du rôle des Sparkasse allemandes dans le développement de l'outil productif, mais en France on a une véritable difficulté pour la modernisation et même le redéveloppement, la réindustrialisation. C'est que nous avons une épargne française qui est extrêmement généreuse, 6 600 milliards d'euros d'épargne financière détenue par les ménages français. Je ne prends pas les 7 à 8 000 milliards d'euros que nous avons de biens immobiliers dedans. Je parle bien que de l'épargne financière. Pour refaire un tissu industriel qui inclurait ce type de transition, mais ce n'est pas la seule, il y a celle de la souveraineté qu'on a évoquée aussi, il faudrait sur 10 ans investir à peu près 200 milliards d'euros en plus. C'est bien sur 10 ans, donc 20 milliards d'euros par an. Vous voyez l'échelle, 6 600, 200 milliards, ça fait 2%, 3%. Et bien depuis 15 ans, on n'a pas été foutu de créer un livret industrie en France. C'est pourtant des initiatives qui ont été portées par Nicolas Sarkozy, Jean-Marc Ayrault, Michel Barnier, dans leur qualité de président de la République et de Premier ministre. Ce n'est pas un truc qui est partisan, ce n'est pas un truc qui est clivant. Mais on a un système financier très puissant, dont on peut être fier, avec des leaders mondiaux, mais qui n'ont pas envie de rentrer dans cette typologie de risque long terme et qu'ils ne connaissent pas. Et donc aujourd'hui, on a un vrai blocage en termes de financement de notre tissu productif. Juste pour l'illustrer, une PMI en moyenne en France est financée à 25% par du capital, 75% par la dette. Ça veut dire que celui qui détient la PMI, c'est le banquier. Le banquier ne prendra pas de risque. Il veut que sa dette soit remboursée. Ce n'est pas un investisseur qui mise son argent pour avoir une position stratégique future à 10 ans, à 5 ans. Lui, il veut que sa dette soit remboursée tous les mois. Le même ratio aux États-Unis est inverse. 75%, c'est du capital avec des investisseurs, 25%. Et donc vous avez une structure de capitalisation du tissu économique qui est tout à fait différent pour s'engager dans cette transition écologique, mais comme d'autres transitions, comme la souveraineté et d'autres éléments. Voilà, on a là un vrai sujet. Et encore une fois, c'est comme tout à l'heure. Moi, ce qui me choque dans la situation actuelle, c'est que pour faire la décarbonation et l'électrification de l'industrie, aujourd'hui, il n'y a pas de barrière technologique. 60% est faisable avec les technologies existantes. Il y a juste une question du prix de l'électricité qui est fondée sur la manière dont on a décidé, entre nous, au niveau européen, de fixer ce prix. C'est un choix que nous avons fait collectivement. Vous changez ce choix collectif, vous avez le modèle économique qui vous permet de faire l'électrification. Même chose sur notre épargne. On a décidé d'avoir une certaine façon de gérer notre épargne qui ne va pas vers le financement de ce type de transition-là ou vers notre outil productif. C'est des choix collectifs qu'on peut changer aussi bien qu'ils ont été faits il y a quelques années. Oui, c'est vrai que c'est intéressant de se dire qu'on a effectivement les moyens, en réalité, en mobilisant l'argent des Français, de mener cette transition. Mais reste cette question de l'incertitude. Et c'est une transition qui est extrêmement incertaine et du partage du risque, en réalité, n'est-ce pas, Aude? Quelles sont vos préconisations en termes de financement, cette grande question? Alors, je vais revenir d'abord sur le fait que vous avez dit qu'il y a des incertitudes et des risques.
Donc d'abord, moi, au niveau du financement, je pense que la première chose, ça consisterait à arrêter de faire des choses contre-productives, déjà, dans un premier temps, et donc justement d'avoir de la stabilité, avoir des politiques publiques qui permettent d'avoir une vision à long terme, pas faire du stop and go, comme avec les véhicules électriques, par exemple. On a aussi des industriels qui veulent avoir des prix internes du carbone, mais bon, ça a du sens que si on arrive à se projeter sur des politiques environnementales futures. Et donc, voilà, stabilité des politiques publiques. Ensuite, on a un problème de dépenses publiques en France, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir dire qu'on va pouvoir subventionner à tour de bras la transition énergétique. Donc, une réponse d'économistes bien orthodoxe va consister à vous dire la taxe carbone, c'est très bien, ça va vous permettre de lever des fonds, et surtout, quand je parle de taxe carbone, j'en reviens à éviter de faire des erreurs. Michel Barnier, il me semble, a mentionné à un moment donné, fin 2024, une taxe sur l'électricité. D'accord ? Donc ça, non. Voilà. Dans le genre contre-productif, voilà, si on veut mettre une taxe sur l'énergie quelque part, on la met sur le carbone, on ne la met pas sur l'électricité. Et mon troisième point, de nouveau pour éviter de faire des choses qui sont contre-productives. Alors, attendez que ça me revienne, ou alors je vais vous laisser la parole. Oui, c'est le bouclier, pas de bouclier tarifaire du gaz. Voilà. Et donc là, on tient le cap. On a l'air de tenir le cap avec la crise actuelle. Il faut continuer à l'avoir et avoir des aides qui sont uniquement sectorielles. Et là, on a l'impression qu'avoir des problèmes de déficit public, ça va nous aider à tenir le cap. Donc voilà, éviter les écueils, pas de taxes sur l'électricité, pas de bouclier tarifaire quand on a des problèmes avec les fossiles, et une stabilité des politiques publiques. Donc voilà, ça c'est le minimum. Et puis, en tant qu'économiste orthodoxe, une taxe carbone qui permet de lever des fonds, qui permet d'être réutilisée ensuite pour, par exemple, aider à la transition énergétique. Merci Aude. Effectivement, le fait d'utiliser la taxe carbone pour lever des fonds, c'est une solution qui a été évoquée également hier, en fin de matinée. Nicolas, une réaction ? Oui, réaction rapide, parce que je pense que beaucoup de choses ont été dites, mais juste rappeler que c'est possible en fait de changer ces équilibres-là. Un exemple ici en Europe, le Danemark, qui a abaissé ses taxes sur l'électricité à 1 € le mégawattheure, donc finalement le taux le plus bas prévu par les directives européennes, alors même que c'était le pays qui taxait le plus l'électricité il y a encore quelques années. Hein. Donc on était à 90 € par mégawattheure. Donc en fait, c'est vraiment une question, là il y a une vraie question de volonté politique. Et le deuxième sujet qu'on a peu évoqué, mais qui me semble faire le lien et le pont avec la table ronde suivante, il y a quand même aussi une nervosité, notamment chez les industriels qui doivent électrifier, sur l'accès au réseau. Parce que l'accès au réseau, il faut pouvoir le planifier, l'industrialiser. Et aussi, parce que là, en fait, les chiffres que nous donne le gestionnaire de réseau de transport, c'est des demandes qui sont à un niveau sans précédent, avec 30 gigawatts de demandes de connexion, notamment aussi portées par la montée des data centers. Hein, et là-dessus, sur ces 30 gigawatts, il va bien falloir que quelqu'un décide qui prioriser. On peut dire premier arrivé, premier qui demande, premier servi, mais c'est peut-être pas la manière la plus intelligente de faire ça. Et là encore, peut-être que si on veut décarboner, aller vite, il va falloir articuler à la fois le soutien économique, les leviers économiques et l'accès au réseau pour une question d'efficacité de l'action publique. Effectivement, donc on a peu parlé de cet enjeu très important du réseau, développement du réseau, accès au réseau. Et effectivement, ça peut être un vrai frein à l'électrification quand on doit apporter à soi-même le coût des raccordements. On n'aura pas eu le temps de tout évoquer malheureusement. Je vois qu'il nous reste 2 minutes. Ça risque d'être un peu court malheureusement pour les questions-réponses. Mais peut-être du coup pour conclure, je vais vous demander chacun et je vais peut-être vous demander à chacun un grand message que vous voulez qu'on retienne de cette table ronde. Peut-être commencer par Olivier. Je pense que j'ai été explicite. Hein. Prix de l'électricité. Il y a 2 modèles de fabrication du prix de l'électricité en Occident. Qui sont tous les 2 extrêmement bien documentés par la littérature économique. Hein. Ce n'est pas des choses d'iconoclastes. Vous avez le marché, qui est celui qu'on a adopté pour 100% de notre électricité en Europe. Et puis vous avez le principe qu'on applique en général sur des choses qui sont des infrastructures, qui s'appelle le cost plus, avec une régulation.
Tant qu'on ne passera pas au cost plus, au moins sur une partie de notre électricité, notamment en Europe, vu la politique que l'on a eue depuis des décennies sur le sujet, nous n'aurons pas de modèle économique, microéconomique au niveau des entreprises pour accompagner l'électrification. Pas de modèle économique, pas d'accélération, c'est aussi simple que ça. C'est l'éléphant dans le couloir, vous n'en entendez jamais parler. Dans le rapport des députés, on n'en parle pas ou quasiment pas. C'est pourtant l'évidence même. Aude, rapidement, un dernier message. Oui, donc bien penser les politiques publiques qui sont mises en place, qui doivent répondre à des défaillances de marché, et puis peut-être arrêter de considérer la taxe carbone comme tabou. Et donc moi, la dernière chose que je souhaitais mentionner, c'est qu'on a eu notamment l'amorce de l'annonce d'un plan d'électrification la semaine dernière. Donc ça, c'est intéressant. Moi, je pense que surtout, il faut que ce soit le début des discussions. Parce que les mesures qui sont proposées à l'heure actuelle, je pense que le narratif est intéressant. Ça montre, en fait, moi, ce qui me frappe sur cette question de l'électrification, c'est qu'il y a un soutien assez large, en fait, des acteurs, et notamment des acteurs économiques, pour faire ça. Ce qui manque, c'est finalement la volonté politique pour bouger les curseurs qui font vraiment la différence. Et donc, on connaît la situation actuelle politique en France, etc., mais on a des échéances importantes, il faut que ce sujet existe. Voilà. Excellent. Donc, de mon côté, je retiendrai de cet échange passionnant qu'on a les moyens technologiques, on a les moyens financiers, on a la volonté d'avancer, l'ensemble des filières est prête. Il ne nous manque que la volonté politique et on peut ensemble, je pense, faire bouger ces lignes. Donc, merci à tous les trois. Merci également à Pierre pour sa présentation introductive.